Bonjour et bienvenue sur la chaîne A3E. Aujourd'hui, on va parler, on va faire suite au système à détente directe dans la climatisation. Alors, partie 2, diagramme thermodynamique. Alors, pour le diagramme thermodynamique, on va prendre un gaz quelconque. Donc, j'ai pris le R134 comme exemple. L'objet de ce diagramme thermodynamique d'un fluide frigorigène de climatisation, bien sûr, c'est de connaître le cycle théorique de fonctionnement de la climatisation en se servant des données pression, température et titre massique du fluide. On va voir qu'est-ce que ça veut dire le titre massique. Pour la température et la pression, c'est connu. Alors, connaître aussi le sens des termes surchauffe. Qu'est-ce que ça veut dire la surchauffe, la désurchauffe et le surrefroidissement. C'est des termes qu'on va voir quel est leur sens et leur but. Aussi que le rôle de ces actions-là, quel est le rôle de la surchauffe et de la désurchauffe et le surrefroidissement, on va le voir aussi, on va le connaître. Alors, les évolutions à travers de ce diagramme, on peut savoir les évolutions isobares, adiabatiques et isothalpiques, connaître leur sens, le sens des termes et leur rôle. Alors, comment effectuer un bilan thermique aussi à travers un diagramme thermodynamique? On peut faire un bilan thermique du système de climatisation en effectuant bien sûr des mesures d'enthalpie du fluide pour chaque phase de son fonctionnement. Alors, les fluides frigorigènes, il y en a beaucoup, donc j'ai pris quelques exemples. Le R22, c'est un hydrochlorofluorocarbone. Plage de température de fonctionnement entre moins 30 et 55 degrés. Et il y a le R134 que j'ai pris là comme exemple, c'est un hydrofluorocarbone qui font une plage de fonctionnement moins 10 à 65. Et il y a aussi les R404. Donc il y a plusieurs gaz définis par leur composition bien sûr et leur plage de fonctionnement. Alors si on prend là le diagramme thermodynamique qu'on nomme aussi le diagramme de Mollier, on va le voir avec bien sûr l'application des phases d'évolution d'un gaz R134 que j'ai choisi là. Alors le diagramme de Mollier il permet de représentation approximative de l'évolution des fluides qui traversent une machine frigorifique. Alors le diagramme il va nous aider à connaître les phases, les différentes phases que traverse un fluide à travers un climatiseur ou bien une machine frigorifique. Alors le diagramme de Mollier du fluide frigorigène, il permet de tracer l'évolution théorique. Donc il nous permet de tracer l'évolution théorique du fluide en fonction du cycle de fonctionnement du climatiseur ou de la climatisation de la machine frigorifique à chaque instant t donné. Alors, pour chaque gaz, il y a un diagramme comme celui-ci. Il y a bien sûr quelques différences concernant les températures et les pressions de leur changement de phase. Alors, j'ai pris là le diagramme de Mollier. Donc, pour chaque gaz, on peut faire les mêmes applications. Il suffit de choisir le diagramme de Mollier correspondant à ce gaz-là. Alors, pour celui-là, il correspond au gaz R134. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire sur ce diagramme? Alors sur ce diagramme, il y a la zone où le liquide, où le fluide il est à l'état liquide. Donc le fluide R304 dans toute cette zone-là, qui est colorée en mauve. Donc sur cette phase-là, le fluide il est à l'état liquide. Alors sur l'autre phase, une autre phase, sur cette phase-là, c'est la zone où le fluide il est à l'état gazeuse. Et la partie intermédiaire, c'est une zone où il y a le changement d'état, c'est-à-dire il y a un mélange liquide-gaz. Si on se rapproche de cette partie-là, donc le pourcentage de liquide est plus grand, et du gaz il est faible. Si on se rapproche dans ce sens-là vers les gaz, donc on va trouver un pourcentage très important de gaz et une faible quantité de liquide. Alors, ce pourcentage-là de la phase liquide et la phase gazeuse dans la partie mélange gaz-liquide,
elle est caractérisée par un pourcentage de la partie gaz qu'on appelle le titre massique. Alors on va voir là qu'on est à 10% de gaz. Pourquoi? Parce qu'on est proche de la zone liquide. On est à 20% sur cette courbe-là et on est là à 90%. Cette courbe-là, ça représente 90% de gaz et 10% de liquide. Alors sur les extrémités là, on commence à avoir 100%. Donc c'est la courbe de saturation. On est là à 100% gaz et dans cette courbe-là, on est là à 100% liquide. Et en allant vers l'intérieur, donc on peut avoir plus, on va avoir le liquide avec des différentes températures et pressions. Alors, la courbe, l'ensemble des courbes, donc il y a là, il y a un axe de pression, donc là, des pressions absolues. Il y a bien sûr des courbes de pourcentage qu'on a dit du titre de vapeur, et il y a les courbes de température. Alors, la forme de la courbe de température, elle prend toujours cette forme-là. Donc, c'est la courbe de température ou bien la courbe isothermique. Donc, la température là, on est à moins 10. Le long de cette courbe-là, on est toujours à moins 10. Donc là, c'est la courbe qui représente la courbe de température moins 10. Vous voyez là que c'est marqué toujours moins 10 et là c'est moins 10. Alors l'échelle enthalpie, il y a aussi une échelle commençant par 100, les gradations sur ce diagramme là, elle a commencé par 100, 150 jusqu'à 560. Donc ces représentent l'enthalpie, c'est l'énergie de ce fluide là, quelle que soit sa forme ou quelle que soit sa position. Donc il a une énergie à l'intérieur de lui, il y a une énergie qu'on appelle l'enthalpie en kilojoules par kilogramme, donc il est nommé enthalpie. Alors la pression, donc il y a l'axe des pressions, là les pressions, donc si on passe, là on est à 8 bars, donc on passe sur la longueur sur toute cette ligne là, on est sur la ligne de pression 8 bars. Donc cette axe là, elle représente les pressions absolues. Alors l'enthalpie, bien sûr la température et la pression on connaît, mais l'enthalpie, c'est quoi l'enthalpie? C'est la quantité de chaleur contenue par le fluide sur l'échelle. Cette échelle d'enthalpie commence avec un point 0 quand la température atteint le zéro absolu. Donc l'origine, donc il y a une échelle d'énergie qu'on appelle l'enthalpie contenue dans le fluide, et cette énergie elle a comme origine de départ donc le zéro, c'est l'enthalpie zéro, elle commence à la température zéro absolue, c'est-à-dire le zéro Kelvin. Alors le zéro absolu, c'est la température la plus basse qui puisse exister dans l'univers, donc c'est la température la plus basse qu'on peut atteindre dans l'univers, c'est moins 273,15 degrés Celsius. Donc 1 degré Kelvin, 0 degré Kelvin, ça correspond à moins 273,15 degrés Celsius. Et conventionnellement, on a pris le 0 Kelvin, c'est l'origine des enthalpies. Cette température, alors pour retourner à 0 Kelvin, c'est une température, elle est théorique, il est impossible à atteindre cette température dans l'univers. Pour donner une idée sur la température la plus basse atteinte expérimentalement, c'est les 450 pico-Kelvin, qui est l'équivalent de 0,90450 Kelvin. Donc on n'a jamais atteint le zéro absolu expérimental. Alors le cycle théorique de climatisation. Alors si on va voir le cycle de climatisation, on doit voir sa représentation sur le diagramme de Moulin. Alors là j'ai fait un petit dessin représentatif. Il y a l'évaporateur avec bien sûr de l'air qui souffle pour réchauffer le fluide à l'intérieur de l'évaporateur et de refroidir le milieu à refroidir. Il y a le détendeur, il y a le compresseur, il y a le condenseur et il y a un réservoir liquide. Alors pour tracer le cycle théorique de la climatisation, chaque point correspond à un état du fluide. Donc on va voir les états du fluide à l'intérieur d'un cycle frigorifique, on doit voir sa représentation sur le diagramme aussi. Alors si on prend le point 1,
le point 1 dans l'évaporateur, donc dans presque la sortie de l'évaporateur. Le point 1 dans l'évaporateur, le fluide frigorigène est entièrement à l'état vapeur saturante. Donc on va prendre là le point 1 correspondant à un gaz R134A. Donc dans ce point-là, tous les gaz, tout le liquide, tout le fluide, il est à l'état vapeur, donc saturante. Donc c'est la fin de son changement de phase depuis l'état liquide vers l'état gazeuse. Alors, sa pression correspondante, qui correspond au gaz 134A, donc on doit avoir une pression de 3,5 bars ici, une température de 5 degrés, et la quantité d'énergie à l'intérieur de ce fluide dans cette position-là, avant la sortie de l'évaporateur, c'est 400 kJ par kilogramme. Donc, chaque kilogramme de fluide contient une énergie de 400 kJ dans cette position. Alors, il subit alors un échauffement, donc depuis la détente, donc en passant par l'évaporateur, c'est sûr qu'on absorbe de la chaleur pour atteindre au point 1, donc c'est la position d'échauffement de ce fluide. Alors l'échauffement se fait avec dans des conditions, une transformation qui est isobare, c'est-à-dire depuis que la sortie du détendeur avec une pression 3,5, on reste toujours sur 3,5 jusqu'à la rentrée du compresseur. Donc c'est une transformation là qui est à pression constante. Donc isobare, ça veut dire pression constante. Alors si on prend le point 2, c'est l'aspiration du compresseur. En sortie de l'évaporateur vers le compresseur, caractérisé par l'état de surchauffe. Alors là, on est sur le point 1 avec une position vapeur saturante, c'est-à-dire on a terminé le changement de phase liquide vers le gaz, on est juste à la fin de cette transformation. Après, donc, cette transformation du liquide vers le gaz ici, c'est une transformation normalement qui absorbe une chaleur qu'on appelle la chaleur latente, parce que c'est une chaleur qui n'apparaît pas sur la température, mais au-delà de ce point-là, vers le compresseur, il y a une partie surchauffe, c'est-à-dire cette vapeur-là, elle retient toujours de la chaleur de cette ventilation, mais elle change de température pour atteindre une température dans une position à l'aspiration du compresseur. Alors, on remarque là que la pression 2, sur le point 2, c'est toujours 3,5, donc on est toujours sur la même isobare, donc on ne change pas de pression, mais la température, elle passe de 5 à 20, donc on passe là de 5 degrés à 20 degrés, donc c'est une phase de surchauffe, donc il y a une phase d'évaporation et une phase de surchauffe avant l'entrée du compresseur. Et on remarque aussi que l'énergie dans ce point 2, l'enthalpie, il est à 415 kJ par kilogramme, et dans la position A, il était 400, donc il y a une absorption d'une autre quantité de surchauffe, de chaleur, de surchauffe, de l'équivalent de 15 kJ par kilogramme entre ce point-là et le point 2. Alors là, pour revenir au terme isobare, donc une transformation isobare, quand il se fait à pression constante. Alors on remarque là qu'on est toujours, au-delà de détendeur, on est toujours sur la basse pression jusqu'à l'aspiration du compresseur. Alors, si on veut représenter le point 1 sur le diagramme de Mollier, qui est le but de ce cours, alors le point 1, il est représenté par une pression 3,5. Alors, on va voir là 3,5, donc on est là à 3,5, c'est cette lignée. Et on est à 5 degrés, donc on va voir la température 5 degrés. Donc, les 5 degrés, là c'est 0, c'est 5. Donc, le point de 5 degrés, ça doit être ce point-là. Alors, sur la même pression 3,5, donc on est bien sur ce point, et ça correspond, si on retourne au kilojoule, ça représente 400 kJ comme énergie. Alors le point 1, il est dans cette position. Alors le point 2, c'est le point de la surchauffe, donc on passe d'une position, donc on est toujours sur la même pression, donc sur la même ligne de pression. Ce qui a changé, c'est la température et l'énergie. Donc on doit être sur une température de 20 degrés, donc on prend la ligne de 20 degrés, et sur la même pression, et 400 kJ sur la barre du kJ, on va voir un point qui est quelque part là, donc c'est le point 2.
Alors point 1 et point 2, ils sont sur la même ligne de pression, mais avec un changement de température. Là, c'est une phase de surchauffe. Alors, on prend un troisième point, donc le point 3 à la sortie de compresseur. Alors, on a aspiré du gaz qu'on a comprimé pour une position 3. Donc, on passe de la BP vers la HP, c'est-à-dire il y a une augmentation de pression au niveau de ce gaz à l'intérieur du compresseur. Donc, on passe de 3,5 bars à 10 bars. Donc, s'il y a changement de température, de pression, automatiquement, il y a un changement s'il y a un changement de pression de 3,5 à 3 à 10, donc automatiquement il y a un changement de température vers les 55 degrés. Donc cette compression est supposée adiabatique et réversible. Donc théoriquement on suppose que quand on comprime ce fluide là, il n'y a pas d'échange d'énergie, d'échauffement vers le milieu extérieur. Donc c'est une supposition qui est théorique. Alors, elle est ensuite cheminée. Alors, ce fluide-là, ensuite, il est cheminé vers un condenseur. Donc, il va aller vers le condenseur pour céder à l'air extérieur une quantité de chaleur sous pression constante. Donc, quand on passe à la compression à 10 bars, donc on reste toujours sur les 10 bars. Donc, c'est la haute pression, mais c'est une isobare HP. Alors, le point 4, si on arrive au point 4 en traversant bien sûr la plus grande partie du condenseur, donc on est à 10 bars, une température de 40 degrés. Vous voyez là qu'on passe de 55 degrés à 40 degrés, c'est-à-dire il y a un refroidissement de la vapeur du gaz pour qu'on le fait passer à liquide. Alors, au point 4, tout ce gaz-là, il est à 100%. Il a terminé sa transformation depuis le gaz vers le liquide. Donc au point 4, on est à 10 bars, une température de 40 degrés. Donc c'est un refroidissement de 55 vers 40. Et là, on arrive à avoir 100% de liquide. Donc il y a zéro vapeur à ce point-là. Donc le point 4, ça représente P4 est égal à 10 bars, température 40. Le fluide se condense alors entièrement. Alors, la transformation, on va retourner vers la transformation. Il est réellement, pratiquement, c'est pas toujours une transformation adiabatique dans le milieu compression, parce qu'il y a bien sûr de l'énergie qui s'échappe vers l'extérieur, mais théoriquement, dans le cycle frigorifique, on la considère comme ça pour faciliter les calculs. Alors, bien sûr, la phase après la traversée de condenseur, on arrive là à 100% liquide, juste à la fin de la transformation. Et après, on va passer pour refroidir ce liquide-là, pour être sûr qu'on va avoir 100% liquide, même avec les pertes de charge qui sont à l'intérieur du circuit. Alors la position, si on veut tracer sur le diagramme ce point 3, alors le point 3, on a dit c'est la pression 10 bars, donc on va aller sur la ligne des 10 bars, donc il est représenté là, et la température 55 degrés, donc il y a 50 degrés c'est là, et 60 là, donc 55 ça doit être ce point-là. Donc on a passé à un point 3, 10 bars de pression et 55 degrés. Donc pour traverser le condenseur pour arriver à la phase liquide, donc on est sur le point 4 qui est représenté toujours par la pression HP, mais cette fois-ci c'est 40 degrés. Et le titre là, on dit un titre 0, c'est-à-dire il n'y a pas de vapeur. Là on est à 100% liquide. Donc le titre, ça représente le pourcentage de vapeur dans ce mélange-là, le pourcentage de vapeur par rapport au liquide. Donc quand on est là à une phase 100% liquide, c'est-à-dire le titre il est 0, il n'y a pas de vapeur. Alors les lignes de changement de phase, donc là il y a au moment de l'évaporateur, c'est la surchauffe, et après il y a la compression et il y a la condensation, donc c'est les 4 positions avec les 3 lignes de représentation. Alors en sortie du condenseur, le fluide liquéfié se refroidit, donc à sortie de condenseur, donc le fluide dans la position 4
Il se refroidit encore plus pour atteindre 5, pour être là sûr qu'on doit passer directement après la détente à l'apparition de quelques traces de vapeur. Donc toujours c'est la pression constante HP, plus HP, donc on est toujours sur la haute tension jusqu'à l'entrée de détendeur, parce que c'est le détendeur qui fait baisser la pression pour retourner à la BP. Alors le point 5, là, c'est caractériser le surrefroidissement. Donc de 4,5, c'est le surrefroidissement. Donc on refroidit encore le liquide, le fluide à l'état liquide pour être à 100% sûr qu'il rentre sur la dernière phase afin qu'il commence après une détente, on est sûr qu'il y a apparition de quelques traces de vapeur après détente. Donc la position 5, c'est 10 bars et 32 degrés. Donc on était à 40, on a refroidi jusqu'à 32. Donc on va voir sa représentation sur le diagramme. Alors le point 6, le fluide traverse le détendeur. Donc le point 6 passe à travers le fluide, passe de l'état liquide à travers un détendeur. Le fluide traverse le détendeur, il subit une détente, donc il y a une détente, une baisse de pression, donc de 10 bars jusqu'à 3 secondes. Donc à ce niveau-là, on passe de 10 bars, la haute tension vers la BP, et en même temps, il y a apparition d'une petite quantité de vapeur. Alors la position 6, c'est 3,5 bars, température 5 degrés, et le titre massique 20%. C'est-à-dire après détente, il y a apparition déjà de 20% de vapeur pour qu'il repasse à travers l'évaporateur pour terminer son évaporation à 100% au point 1. Alors on dit que cette phase-là, on dit les phases ésenthalpiques, les phases ésenthalpiques. Donc la phase détendeur, détente, c'est une phase ésenthalpique, c'est-à-dire au courant de cette phase, entre 5 et 4 et 6, il n'y a pas de changement d'enthalpie, donc on est sur la même enthalpie 5 que 6, c'est on est sur la même échelle enthalpique. Alors la représentation du point 5, c'est là, donc c'est le surrefroidissement entre 4 et 1.5. Alors on voit là qu'on passe de la température 40 à on passe à une température 32. On est sur la même pression 10 bars. Sur le point 6 et à la détente, donc on passe d'une pression 10 bars vers une pression de 3,5, on descend à l'échelle vers 3,5, et avec bien sûr un titre de 20%. Vous remarquez là que sur cette position 6, qu'on est avec un titre de 20%, donc 0,2, 20. Dans ce milieu où il y a un mélange gaz-liquide, on est déjà là à 20% de gaz par rapport à 80% qui reste du liquide, donc on est avec un titre de 20. Alors, il nous reste une autre phase, c'est enfin le fluide pénètre dans l'évaporateur, donc dans cette phase-là, il pénètre dans l'évaporateur et absorbe la chaleur, une quantité de chaleur, tout en retournant à l'état vapeur. La transformation, elle est isobare, donc il passe avec une pression fixe, mais basse pression. L'air arrive rafraîchi donc c'est cette phase-là que la ventilation pour chauffer l'air, pour l'amener vers l'état vapeur à 100%, elle cède, elle refroidit le milieu qu'on veut refroidir. Alors le titre massique, là dans ce cas-là, on était à 20% après détente, mais quand on passe à travers l'évaporateur, on est à 100% vapeur, donc là on est sur vapeur saturante. Alors le cycle alors commence de ce point-là pour refaire le même diagramme. Alors si on trace là la partie évaporation, on a un cycle fermé, mais on va voir sur ces parties-là, il y a quelques parties 3 entre 1 et 2 et entre 3 et un point A quelque part là, et entre 4 et 5, ces petites parties-là, comment on les appelle et à quoi ça sert? Alors le cycle de fonctionnement que l'on vient de tracer, c'est un cycle purement théorique.
Donc, ne tient pas compte des pertes de charge. Donc, ce cycle-là, il ne tient pas compte des pertes de charge au niveau du condenseur, au niveau de la tuyauterie, au niveau des filtres, du réservoir de stockage liquide, au niveau de l'évaporateur. Sont des éléments qui créent des pertes de charge que l'on peut quantifier par les baisses de pression. Donc il y a toujours des baisses de pression à ce niveau-là qu'on n'a pas quantifiées sur le diagramme. Alors on peut voir sur un cycle que les limites de changement d'état sont largement dépassées. Donc sur le cycle, on va voir qu'il y a un dépassement du cycle par le segment 1-2, ce qu'on appelait tout à l'heure la surchauffe. Elle permet une augmentation de température de fluide avant d'entrer dans le compresseur. Alors, il fait la surchauffe du fluide avant qu'il rentre le compresseur pour être sûr, même avec les pertes de charge, qu'on est à 100% de vapeur pour la protection de compresseur par le compresseur. Le compresseur, c'est comprimé que des gaz et pas des liquides. Alors, cette phase est réalisée par le détendeur thermostatique. Donc, cette phase, c'est le détendeur qui fait le réglage détendeur qui nous donne le réglage de détendeur qui nous donne cette phase de surchauffe exacte. Alors, le segment 3 vers 1.1, que l'on nomme la désurchauffe, on va le voir tout à l'heure sur le diagramme, consiste à refroidir le fluide avant son changement d'état. Et on a aussi le segment 4.5 et le nommé le surrefroidissement. Il garantit que le fluide soit entièrement condensé avant de pénétrer dans le détendeur. Alors si on veut voir là sur le diagramme, alors le cycle normalement il y a l'évaporation, il y a l'évaporation plutôt, il y a la compression, il y a la condensation et il y a la détente. Mais il y a quelques espaces qui sont vides qu'on doit remplir et donner le terme. Alors, entre 1 et 2, c'est la surchauffe. Alors, on surchauffe la vapeur pour être sûr que sur la phase compression, on est 100% en gaz. On fait la désurchauffe pour qu'on amène ce fluide-là à la phase où il peut se condenser. Il faut faire un démarrage de condensation. Pour aller là, à la phase où il est à 100% condensé, on doit aussi le refroidir pour qu'on est sûr qu'il est en liquide, pour qu'il soit détendu et donne de la vapeur pour faire le cycle. Donc il y a une phase là de surchauffe. Il y a cette phase-là, il s'appelle la désurchauffe, c'est-à-dire on enlève une quantité de chaleur pour amener le fluide à l'état liquide. Et là, le surrefroidissement, c'est de se refroidir pour être sûr qu'on est à la phase liquide. Donc ça, c'est les termes de surrefroidissement qu'on entend toujours, la désurchauffe et la surchauffe. Alors, ces désurchauffe et surchauffe, ils se calculent, on peut les régler. Donc, on règle les détendeurs. On peut avoir la température BP. Donc, la pression BP, ça nous indique sur le manifold, bien sûr, BP, ça correspond à une température ici. Donc, la température qu'on a là. On la compare avec une température assortie de l'évaporateur. Et on va voir qu'il y a une différence de température qu'on appelle la surchauffe. Et là, il y a aussi le refroidissement entre la HP et la sortie du condenseur. Donc on peut mesurer par le manifold et par les thermomètres le surrefroidissement et la surchauffe pour bien régler le détendeur et atteindre les valeurs qu'on veut sur la surchauffe et le surrefroidissement. Alors pour l'étude enthalpie ou bien pour étudier un bilan thermique d'une machine, il est possible à partir d'un diagramme de Mollier et du cycle que l'on vient de tracer d'effectuer un bilan thermique sur un système de climatisation. Il suffit pour cela de relever sur chaque segment, donc sur chaque segment du cycle, sur les segments là, sur le segment ici, celui de compression, celui de condensation et celui de la détente, on va voir sur l'échelle des enthalpies la différence là entre 3 et 2 sur l'échelle enthalpique et entre 5 et 3 sur l'échelle. On va déterminer les puissances absorbées ou bien cédées sur chaque phase. Alors si on prend par exemple le point 2 à 3, donc entre le point 2 et 3, c'est la phase compression. Alors on est à H 415 et 437, donc au point 3 on est à 437.
on est à 415 sur le point 2. Alors la différence d'enthalpie, ça nous donne 22 kJ par kilogramme. Alors la compression, elle représente 22 kJ d'énergie, c'est-à-dire le compresseur il consomme 22 kJ par kilogramme de fluide comprimé comme énergie électrique de cette machine. Alors entre 3 et 5, entre le 3 et le 5, il y a l'enthalpie sur le 3, c'est 437 bien sûr, le 3 c'est 437 toujours, et sur la 5 c'est 245, c'est cette enthalpie là sur l'échelle enthalpie. La différence c'est H5 moins H3, ça représente moins 192 kJ par kilogramme parce que c'est une énergie cédée. Elle prend le signe négatif. Alors entre la position 5 et 6, donc le détendeur, on a dit tout à l'heure que la détente c'est une transformation ésenthalpique, c'est-à-dire il n'y a pas de changement d'enthalpie entre 6 et 5, c'est la détente, donc la différence là, il n'y a pas de perte d'enthalpie ni de gain d'enthalpie. Alors entre 6 et 2, c'est la phase évaporation, on va voir là qu'il y a 415 sur le point 2, il y a 245 sur le point 6, et la différence en nous donne 170 kJ par kilogramme, c'est-à-dire le gain de cette phase-là, on a gagné, on a absorbé une quantité d'énergie de 170 kJ par kilogramme. Alors ces valeurs-là, on peut les transformer bien sûr. Si on fait un tableau avec les phases détente, vaporisation, compression, condensation, et leurs positions sur le diagramme de Moullier 5, 6, 6, 1, 2, 3, 3, 5, on doit voir que la chaleur est changée en kilojoules par kilogramme de fluide. Il y a un échangement au niveau de vaporisation, c'est un gain de chaleur. Au niveau de compression, il y a 22 kW de chaleur échangée comme travail du compresseur. Condensation, il y a moins 192, c'est une énergie perdue. Alors les phases, dans ces phases-là, 5, 6, semi-gazeux, donc c'est un mélange. Il y a gaz au niveau de l'évaporation, au niveau du compresseur sur gaz et au niveau de condensation c'est liquide. Et on va voir là que la conservation d'énergie, donc la somme de ces énergies-là, ça nous donne un total bilan de 0. Alors, lors de la condensation, il y a un échange de chaleur vers l'extérieur. Il s'agit d'énergie perdue, donc c'est pour cela qu'elle porte le signe moins 192 kJ par kilogramme. Lors de la vaporisation, il y a un échange de chaleur avec l'extérieur, il s'agit d'énergie récupérée des fluides, donc c'est une énergie positive. Le travail reçu par le fluide pour la compression, travail fourni par le compresseur et donc par le moteur thermique, il entraîne, donc le moteur thermique qu'il entraîne, donc il est de l'ordre de 22 kJ par kilogramme. Alors si on veut faire un calcul de puissance, alors la puissance absorbée par le compresseur, donc ça nous donne, on a trouvé ces 22 kJ par kilogramme, alors le débit massique de ce fluide 134, c'est 0,13 kg par seconde, donc ça va nous donner 2, donc le débit massique qui est de 0,13 kg par seconde, multiplié par l'énergie consommée par le compresseur qui est de 22 kJ par kilogramme, ça va nous donner une puissance. Alors le compresseur, il a une puissance de 2,9 kJ. Alors si on veut calculer la puissance frigorifique de l'installation, donc au niveau de l'évaporateur, on a trouvé tout à l'heure sur le diagramme 170 kJ par kilogramme, qu'on multiplie aussi par le débit massique, ça nous donne 22 kW comme énergie frigorifique. Alors, le coefficient de performance, si on veut savoir notre coefficient de performance de notre machine, on prend toujours la puissance gagnée, donc ce qu'on a gagné c'est 22 kW de froid, qu'on divise par ce qui a été consommé par notre compresseur, donc ce qu'on a donné au compresseur, c'est 2,9. Donc on est là sur un coefficient de performance sur cette machine-là de 7,6.
le vrai sens du terme COP de 7,6, c'est-à-dire si on donne, on donne 1 kW par exemple un compresseur pour produire du froid avec le gaz 134 dans ces conditions-là, on doit avoir 7,6 kW de froid ou de chaleur. Donc le COP, c'est la puissance frigorifique sur la puissance absorbée par le moteur qui nous donne un coefficient de performance 7,6. J'espère que c'est clair et à la prochaine séance, Inch'Allah. Merci.